C'est compliqué. Hein. On demande aux Français de faire des efforts parce qu'on assume des sanctions à la Russie. On demande aux Français de faire des efforts parce qu'on assume les sanctions à la Russie. Sauf que aujourd'hui, il y a une réalité, madame, c'est que le rouble n'a jamais été aussi fort et que ce ne sont pas les Russes qui sont à genoux, ce sont les Français. Voilà le constat. Alors on va finir le tour de table. C'est pas un face-à-face, mais Aurélien Saint-Toul, je vous ai vu d'ailleurs hausser les sourcils à quelques reprises lorsque madame El Ouazdi s'exprimait. Oui, écoutez, moi, ce qui me paraît impressionnant, c'est l'impréparation. Aujourd'hui, on nous dit on a pris des sanctions et on en paye les conséquences, mais elles ont été conçues à la va-vite. Et aussi, on fait comme si rien ne s'était passé avant la guerre en Ukraine. Mais la réalité, c'est qu'on paye aussi le bilan de 5 ans de macronisme. Ce n'est pas l'inflation qui débarque et qui sème la pauvreté. Dans ce pays, la pauvreté... Non, mais il y a un effet guerre en Ukraine, quand même. Il y a un effet, évidemment, personne ne va vous dire le contraire. Mais arriver aujourd'hui et nous dire on va organiser l'indépendance de la France, etc. Très bien, mais que l'a-t-il fait pendant 5 ans? Il n'en a pas parlé. On est dans une situation où la mondialisation déréglée, la mondialisation libérale, les délocalisations, les absences de matériel stratégique, etc., sont des politiques menées depuis au moins 15 ans. Donc quand on se retrouve avec Emmanuel Macron qui dit « c'est pas moi, j'ai rien fait », on a un os quand même. Et ça nous condamne... Une pandémie. L'affaire des masques, c'était quand même un avertissement. On a eu plus de 2 ans pour se rendre compte qu'on avait des problèmes d'approvisionnement et que les chaînes d'approvisionnement du monde n'allaient pas tenir. Donc, il y avait au moins 2 ans pour penser un rééquilibrage, une réorientation de la production. On veut lutter contre le chômage dans ce pays, relocalisons les productions. Faisons du protectionnisme solidaire. Assurons-nous que... Pardon ? On parlait de l'énergie. Précisément, on parle d'énergie. Vous voulez alors pour faire en l'occurrence, oui, on a des alternatives possibles. D'abord, la sobriété énergétique. Donc là, vous allez dans le sens du président. Bien sûr, quand il parle de sobriété. Mais on arrivera à 10% d'amélioration. Mais pas du tout, c'est beaucoup plus que ça. Vous savez combien ça représente juste l'isolement des logements ? Oui. Ça représente des milliers, des dizaines de milliers de tonnes de CO2. Il faut toujours se mettre du point de vue des gens et les plus modestes. C'est-à-dire que cet hiver, vous allez avoir des familles, donc si on appelle à cette sobriété et ces affaires, et ces efforts, vous allez avoir des familles qui vont dire à leurs enfants, non, on va pas mettre le chauffage dans ta chambre parce que... La sobriété, c'est la réorganisation de la société. Et il faut aider nos amis, nos voisins. La sobriété, c'est la réorganisation de la société. Aujourd'hui, je parle du temps court, là. Les premières victimes du mode de la société dans laquelle on est, évidemment, ce sont les pauvres. Et quand vous me dites on ne mettra pas le chauffage, la réalité, c'est qu'ils vivent dans des passoires thermiques. Donc l'urgence, et c'était l'urgence il y a 5 ans, et c'est toujours l'urgence maintenant, c'est d'isoler les logements. Et quand vous vous retrouvez avec des habitants qui se gèlent en hiver parce qu'il fait 12 degrés chez eux, alors là, ne me dites pas qu'on traite l'énergie, on traite l'urgence aujourd'hui alors qu'on ne l'a pas traité pendant 5 ans. En tout cas, pour ceux qui nous écoutent, il y a MaPrimeRénov'. Les filles qui, après une semaine de vie parlementaire, on va essayer de ne pas tirer de conclusions trop hâtives, mais semble être dans le blocage à tout prix. Non, on n'est pas dans le blocage, on est dans l'opposition. Il faut se faire à l'idée. Dans un pays démocratique, il y a une opposition. On n'a pas été élu pour passer les plats du programme d'Emmanuel Macron. Il y a une chose qui n'a pas été répétée dans cette interview et que pourtant devrait être à l'esprit de tout le monde. Emmanuel Macron n'a pas gagné les élections législatives. Et les filles non plus. Hein. D'accord, on est une opposition. Le fait est qu'on a fait 6 millions de voix, ils ont fait 6 millions de voix. Donc à un moment, on se met autour de la table et on discute peut-être. Mais en tout cas, on n'arrive pas avec cette arrogance en disant « c'est un coup de chaud nocturne ». Non, c'est pas un coup de chaud nocturne. Quand vous êtes député et qu'on vous présente un texte en disant « vous nous remettez les pleins pouvoirs, vous nous remettez en tout cas la possibilité de faire passer un pass sanitaire jusqu'à pendant 6 mois au moins », non, on dit « nous, on est députés, nous, on est parlementaires ». Nous, on représente le peuple et on est prêt à voter. Vous faites découvrir la démocratie à Emmanuel Macron Je pense que oui, ils sont en train de redécouvrir la démocratie. Et la position qu'il a adoptée et les propos qu'il a tenus aujourd'hui montrent qu'il a encore besoin de recevoir une leçon. Parce que, vous savez, il a tout à fait la possibilité, Emmanuel Macron, de donner l'initiative législative au Parlement. On pourrait tout à fait, au Parlement, fixer l'agenda législatif. Et alors là, on aurait chacun nos propositions. Non, on ne change pas de régime, madame, c'est prévu dans la Constitution. On pourrait avoir l'initiative parlementaire, et si on avait l'initiative législative, et si chaque groupe proposait ses textes, eh bien on verrait quelles sont les oui, ça s'appelle une niche parlementaire, et ça arrive une fois par an. Oui, mais donc voilà. Ça n'existait pas avant la réforme constitutionnelle par ailleurs. De 2008, absolument, c'est la réforme de Sarkozy. Mais figurez-vous, comment vous avez traité, excusez-moi, parce que cette histoire de niche parlementaire est amusante. Comment vous avez traité les niches parlementaires pendant les 5 dernières années. Moi, je ne suis pas député, monsieur. Eh bien, moi, je vais vous expliquer comment. Moi, je vois où vous voulez en venir. Moi, je le suis, donc voilà. Figurez-vous que
pendant 5 ans, les niches parlementaires, en particulier de la France insoumise, les textes étaient abordés et ils étaient rejetés avant même d'être examinés. Je vais vous donner un exemple, parce qu'aujourd'hui c'est le 14 juillet et qu'il y avait un défilé militaire. Nous avons déposé, il y a quelques années, un texte pour améliorer la prise en charge des blessés psychiques des armées. Un texte fait pour être consensuel, parce qu'on est tous d'accord qu'il faut rendre hommage aux blessés et qu'il faut les accompagner. Eh bien, ce texte a été écarté alors qu'il avait l'appui des Républicains. Il avait l'appui des Républicains. Vous l'avez écarté, vous a refusé même... Oui, elle a... Mais moi, je ne suis pas au courant. Vous irez vérifier. Mais là, vous... S'opposer... Mais c'est un micro-sujet, peut-être. Oui, non, mais surtout on sort un petit peu du... Non, écoutez, c'est pas les blessés qui sont un micro-sujet. Caricaturez pas ce que je dis, c'est juste qu'on sort un petit peu de... L'initiative législative, on pourrait la donner au Parlement. Et alors se formeraient des compromis, des majorités qui représenteraient réellement l'opinion du pays. Aujourd'hui, LREM n'est pas majoritaire et Emmanuel Macron fait comme s'ils avaient gagné les élections. C'est inédit en réalité. Un président qui perd les élections législatives moins d'un mois, à peine quelques mois après les élections, et aujourd'hui, un mois après cette défaite, une majorité personne n'en parle et les journalistes ne lui en parlent pas. On a encore un os. Un mot, Fatima. Je vous laisse répondre, Aurélien Saint-Toul. Le propos de François Ruffin est parfaitement clair. On sait très bien qu'Emmanuel Macron est le président des riches. Que ce soit par conviction... c'est le président des Français, d'abord. Il a bien servi... Élu démocratiquement. Bien sûr, il a bien servi les intérêts des riches. Il a bénéficié d'une campagne de presse en 2017 qui est... assez manifeste, le nombre de couvertures était évident. On peut parler aussi de la campagne législative NUPES où vous avez été dans le top du top. Oui, je sais que ça devient gênant, donc vous me coupez la parole. Mais je vais vous... Revenons sur les Uber Files. On parle de presse et on parle du service que des grands titres de presse ont pu rendre à Emmanuel Macron. Il y a un élément qui n'a pas été cité. Bernard Arnault apparaît dans les Uber Files. Bernard Arnault qui investit 5 millions et qui met les Échos au service de l'arrivée de Uber en France. Bon, tout le monde sait le lien d'amitié, de proximité qui existe entre Bernard Arnault et Emmanuel Macron. Donc, si vous voulez... si vous tirez des conclusions comme ça à chaque allusion, c'est que là, on entre dans le complotisme. Et en effet, Jean-Luc Mélenchon est un adepte ces derniers temps. Pas du tout. Mais bon. Non. Le complotisme, c'est dire il y a un projet organisé pour flouer les gens. Moi, je dis... C'est ce que dit Jean-Luc Mélenchon, notamment avant la présidentielle, en disant vous allez voir, il va y avoir une attaque ou quelque chose pour faire diversion. Des intérêts convergents. Les riches mènent une politique de riches ou au service des riches. Et Emmanuel Macron en a été bénéficiaire. En l'occurrence, la politique de Uber, c'est pas pour les riches. Il a choisi de défendre... C'est pour les précaires. Non, il a choisi... Au contraire. Vous voyez, je suis arrivé, vous m'avez envoyé un chauffeur VTC avant que je vienne ici. Personnellement, je vous ai rien envoyé du tout, mais il y a des services programmation qui s'occupent de tout ça. On m'a envoyé un chauffeur VTC. Je le fais pas d'habitude. Je discute avec le chauffeur. Qu'est-ce qu'il me dit ? J'aimerais bien que vous passiez une loi, je vous le jure, c'est authentique. J'aimerais bien que vous passiez une loi pour nous donner des droits. Battez le fer tant qu'il est chaud. Voilà ce qu'on m'a dit. Et ça a évolué depuis qu'Uber est arrivé en France, notamment sur le statut de ces gens qui peuvent être des entrepreneurs désormais. Grâce au combat notamment Leïla Chaibi au Parlement européen, qui a obtenu la présomption de salariat et une directive qui améliore les choses. Mais le sujet, le sujet est intéressant, vous avez raison de le soulever. Privé plutôt que l'intérêt général. Après, peut-être qu'il a pensé défendre l'intérêt général. Vous avez raison d'évoquer ce sujet. Et ce modèle social, on pourra le préserver avec les économies engendrées et on n'aura pas des Français qui aujourd'hui ont vraiment des raisons d'être inquiets dans l'avenir. On ne protège pas un modèle social en appauvrissant l'État. Parce que tout à l'heure, j'ai été ciblé en me disant vous n'avez pas voulu baisser les taxes sur l'énergie. Mais la réalité, c'est qu'en faisant ça, vous appauvrissez l'État, donc vous ne fournissez pas les services publics qui vont avec. Ce qu'il faut faire... En proposant la retraite à 60 ans, vous appauvrissez pas l'État ? Ce qu'il faut faire... Non, absolument pas. Ce qu'il faut faire, c'est faire payer les multinationales, c'est faire prendre les surprofits, ce que ne veut pas faire le Front National. Bien sûr que par ailleurs, la proposition d'un Uber français, qu'est-ce que ça veut dire ? Uber, ça ne tient pas si ça ne casse pas le droit du travail. Non, c'est pas vrai. Ça ne tient pas... Vous connaissez Just Eat, Gorillaz ? Toutes ces entreprises qui sont sur le même modèle de plateforme et qui sont en train de se casser la gueule parce que justement elles ont choisi de salarier. Je vous dis pas. Mais parce qu'elles sont en concurrence avec d'autres qui ne respectent pas le droit français. Donc, soit elles cassent le droit du travail pour essayer d'en sortir. Et dans ces cas-là, ceux qui payent les pots cassés, ce sont les salariés. Il faut faire des. Alors, s'il vous plaît, Alexandre Le modèle du RN, c'est l'exploitation tricolore. Moi, je pense qu'il faut lutter contre. On conclut parce qu'on a encore beaucoup. Ça va bien, Vulcain.
Oui, je pense. Ouais, ça vous plaît? Mais de toute façon, je veux dire, c'est métaphorique. Et de toute façon, les journalistes trouveront toujours une façon de. Vous êtes journaliste. Il y a des gens qui diront. C'est pas un dieu, c'est un autre dieu. Non mais quel Ludovic, allez, deux petits mots là-dessus, on va. Quand on lui a dit le mot Jupiter, regardez comme il a. Il était sourire. Il a respiré, il s'est senti enfin. Oui, c'est moi. Oui, je suis là. C'est moi. Mais c'est vrai qu'il aurait pu changer un peu et pas se mettre un dieu derrière, redescendre à notre niveau, ça serait bien. Mais il reste toujours très très haut. C'est-à-dire que c'est toujours un dieu. Oui, Vulcain reste. Heureusement, il n'y en aura pas un troisième. Ça, c'est bien. Mais non. Monsieur Saint-Toul, oui. Bon, il se trouve que je suis prof de latin. C'est un dieu boiteux, donc il a trébuché. C'est pas. Vulcain est un dieu boiteux. C'est un dieu boiteux, il a trébuché, et c'est un dieu forgeron. Ses forges sont sous l'Etna. Et donc, je pense qu'il pourrait rester un dieu Vulcain. S'il a la politesse et la gentillesse d'aller se cacher sous terre, ça nous rendra tous service. Ouh, la petite C'est étonnant venant de votre part sur la politesse. Je rappelle que monsieur n'a pas voulu me dire bonjour. Et je trouve ça assez culotté aujourd'hui de parler de politesse. Tout à l'heure, on peut le dire aux téléspectateurs. Peut-être parce que je ne sais pas, est-ce que c'est parce que je suis du RN, parce que j'ai des origines étrangères, par racisme, par je ne sais pas. Je ne sympathise pas avec le RN. Ok. Donc, ne pas dire bonjour. Enfin, vous avez fait une Louis Boyard. On assistait à la Louis Boyard. J'ignorais, d'accord. Mon fils de 4 ans sait qu'on doit dire bonjour à tout le monde. Écoutez, pourquoi chacun son éducation. Pourquoi vous n'avez pas voulu serrer la main d'Alexandre Nicolic tout à l'heure? Parce que je lui ai simplement dit bonjour. D'accord. Non, il ne m'a pas dit bonjour, il a refusé de me serrer la main en disant ne perdez pas de temps. Mais monsieur n'aime peut-être. Enfin, on le voit depuis tout à l'heure avec la France Insoumise. On voit, il y a des gens à qui on ne dit pas bonjour, il y a des gens qui ne méritent pas apparemment à qui on dit leur dire bonjour. Vous n'aimez pas les gens du RN, vous n'aimez pas les riches parce que vous voulez freiner ceux qui veulent entreprendre, vous voulez freiner les entreprises, vous n'aimez pas les chefs d'entreprise, vous n'aimez pas la police, vous n'aimez pas beaucoup de monde en fait. Et si je pense aujourd'hui vous êtes en chute dans les sondages, ça y participe. Pas du tout. Pas du tout. Mais qu'est-ce qui vous ferait dire que je puisse être Non, je vous pose une question. Parce que LFI est considéré comme un parti d'extrême gauche. Est-ce que vous connaissez par ceux qui ne sont pas LFI. Et j'imagine que les gens du RN ne parlent pas d'eux-mêmes en se qualifiant d'extrême droite. Est-ce que vous connaissez sur le spectre politique des formations plus à gauche que la mienne? J'ai pas compris, pardon. Est-ce que vous connaissez sur le spectre politique des formations plus à gauche que la mienne? Pas forcément, en tout cas pas à l'Assemblée nationale. Peut-être pas à l'Assemblée nationale, mais vous connaissez sans doute le NPA, vous connaissez. Oui, mais qui ne sont pas dans la représentation nationale. Et quand on parle d'extrême gauche ou d'extrême droite, la base de la gauche et de la droite, c'est la place dans l'hémicycle. Nous sommes d'accord. Aujourd'hui. Donc c'est à partir de là qu'on parle de droite et de gauche. Je vous invite à venir visiter l'hémicycle. Avec grand plaisir. Si vous m'invitez. Une jolie plaque marquée Clémenceau, et c'est tout à gauche de l'hémicycle. Donc vous savez, si c'est ça la tradition de l'extrême gauche, elle se situe entre Jaurès et Clémenceau, ça devrait. Oui, mais ça me gêne un peu. Ça me gêne un peu qu'on ne salue pas. C'est-à-dire qu'on est dans un pays qui est déjà fracturé. Je suis pas sûr que Clémenceau disait que la police tue. Clémenceau, le patriote. Clémenceau a défendu Dreyfus, pas les amis du RN.